J'ai décidé de surprendre mon mari pendant sa partie de pêche. Mais quand je suis arrivé, lui et sa bande d'amis faisaient la fête avec leur maîtresse dans une cabane abandonnée. J'ai agi secrètement. Non seulement pour les surprendre, mais aussi pour choquer leurs femmes. En 5 ans, j'ai entendu des dizaines de compliments sur mon mari, Michael, le décrivant comme un homme modèle, digne de confiance, que ce soit de la part des voisins ou de ses clients. Pour cette partie de pêche, j'étais encore tranquille, sachant qu'il partait avec son groupe d'amis fiables. Mais quand je suis arrivé à l'improviste au lac, je l'ai vu serrer fort une fille blonde, si jeune qu'elle aurait pu l'appeler papa, à l'intérieur d'une vieille cabane près d'un lac abandonné. Et ses amis étaient occupés à étreindre et embrasser d'autres femmes inconnues. Et bien sûr, il n'y avait aucun bruit d'eau, aucun signe d'une partie de pêche, seulement la fête, et les mensonges. J'ai décidé d'agir, non seulement pour les surprendre, mais aussi pour choquer leurs femmes. Avant que je ne vous raconte toute la chaîne de mes actions, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous pour commencer à écouter dès maintenant. Je m'appelle Aurora Miller, 35 ans, et je vis dans la banlieue de Détroit, au Michigan. Je suis chef de département dans une agence de voyage réputée, mais je ne suis pas une personne exubérante, je n'aime pas les fêtes et je n'ai jamais demandé grand-chose dans mon mariage. Michael, quant à lui, est agent d'assurance, loué sans cesse par ses clients comme étant calme, fiable et agréable à la conversation. Il y a 7 ans, nous nous sommes rencontrés lors d'un séminaire financier à Grand Rapids, sommes tombés amoureux lentement, nous sommes mariés après 2 ans et avons emménagé dans une petite maison en périphérie de la ville avec un rêve simple, 2 emplois stables, un petit chien, et si nous avions de la chance, un enfant. À l'approche de l'anniversaire de Michael, mon entreprise m'a confié un contrat important à Paris, nécessitant une négociation directe avec les représentants d'une chaîne hôtelière. J'ai hésité, mais il a dit, c'est une excellente opportunité. Vas-y. Je ferai une partie de pêche de 3 jours avec Noah, Jacques et Kevin. J'ai hoché la tête et j'ai secrètement réservé un cadeau d'anniversaire. 4 billets d'entrée pour le Lake Sinclair Metropark, l'endroit qu'il appelait autrefois un paradis d'enfance. Je voulais juste qu'il passe une escapade mémorable avec ses amis les plus proches. Le travail à Paris s'est déroulé plus facilement que prévu. J'ai flâné dans les boutiques le long de la rue de Rivoli, choisissant un parfum Chanel boisé et chaleureux et un sac pour homme Louis Vuitton marron foncé. Je ne suis pas fan des marques de luxe, mais je voulais que l'anniversaire de cette année soit différent. L'année dernière, nous l'avions manqué à cause du travail et parce que j'avais fait une fausse couche. J'ai réservé un retour anticipé. Mon cœur se serrait d'impatience, comme si en faisant tout correctement, peut-être que tout irait bien cette fois. Quand je suis rentré à la maison, le ciel de Détroit était sans vent et le froid du début de l'automne se glissait par les fissures. J'ai appelé Michael, mais je n'ai entendu que sa messagerie vocale. La maison était silencieuse. Je n'étais pas inquiète. Peut-être qu'il était encore au parc métro avec ses amis. J'ai décidé de le surprendre, de préparer un dîner d'anniversaire, d'emballer le gâteau, le cadeau, et de conduire directement là-bas. Dans la cuisine, je me suis lavé les mains, j'ai attaché mes cheveux et j'ai descendu le batteur sur socle rouge de l'étagère. La pâte à gâteau aux pommes tournait doucement dans le bol, l'odeur de cannelle remplissant la pièce. Je me suis souvenu du jour où Michael avait posé ce batteur devant moi avec une carte qui disait « Pour que chaque semaine soit une fournée de douceur qui ne s'épuisera jamais ». J'ai souri pour moi-même, comme si j'y croyais encore. En emballant le gâteau et la soupe dans le sac isotherme, j'ai remarqué notre photo de mariage poussiéreuse sur la bibliothèque. Je l'ai doucement essuyée avec ma manche. En la retournant, j'ai été surprise de trouver une inscription au crayon effacée « Nous ne nous trahirons jamais, j'ai ». Je suis resté immobile quelques secondes, le cœur serré. Pas par suspicion, mais parce que je craignais que les promesses du passé ne deviennent parfois ce qui nous blesse le plus lorsqu'elles sont rompues. J'ai tout chargé dans la voiture. Tarte aux pommes, soupe au poulet, ailes de poulet glacées au miel, sandwich au fromage grillé, le sac cadeau, et même un petit pot de glace rangé dans sa propre glacière. J'ai pris l'île 94 guidé par le GPS vers le Lake Sinclair Metropark. À la radio, on passait « You are the sunshine of my life ». La chanson que nous avions entendue pour la première fois après avoir emménagé dans cette maison en tant que jeune marié. Près de la destination, j'ai de nouveau vérifié le GPS. Mais quelque chose d'étrange s'est produit. Il n'indiquait plus le Metropark, mais m'a redirigé vers une zone plus isolée, le Clinton River Spillway. J'ai froncé les sourcils, zoomé, rafraîchi la page. Toujours la même chose. Michael était là.
Peut-être ont-ils changé de lieu de pêche. Je me suis rassuré, tournant sur une autre route, conduisant plus de 12 miles plus loin. La route vers le Clinton River Spillway était accidentée, traversant des bois denses de pins et de chênes. Le soleil déclinait à l'horizon, ses rayons traversant les feuilles dans un spectacle étrangement magnifique. Mais je n'avais pas la tête à l'admirer. J'espérais seulement qu'il serait surpris, que lorsque j'apparaîtrais avec un gâteau et des cadeaux, il courait pour me serrer dans ses bras, souriant comme avant. En me garant près de la cabane, quelque chose clochait. Les voitures à proximité n'appartenaient ni à Michael ni à ses amis. Il n'y avait pas de canne à pêche, pas de glacière, pas de voix basse d'hommes faisant griller du poisson. À la place, il y avait de la musique électronique. Des rires aigus de femmes résonnaient de loin, mêlés à un bruit de pas traînant et de canettes heurtant des planchers en bois. Je suis resté près de la voiture, le sac cadeau à la main. Le soleil était presque couché. Une rafale de vent froid s'est glissée dans mon col. Je ne savais pas ce que j'allais affronter derrière cette porte. Seulement qu'à chaque pas que je faisais vers la cabane, je m'éloignais davantage du mariage que je croyais autrefois stable. Je me tenais devant la vieille porte en bois de la cabane. La musique électronique martelait à l'intérieur comme un marteau frappant mes tempes. L'odeur de fumée de cigarettes et d'alcool fort s'infiltrait par les fentes, se mêlant à l'odeur humide de la forêt après une pluie de fin d'après-midi, me tordant l'estomac. Je me suis hissé sur la pointe des pieds, appuyant mon front contre le cadre de la fenêtre latérale. Le verre était glacial, tout comme le choc qui se propageait lentement dans mon corps. Et puis l'image à l'intérieur est devenue nette, aussi tranchante qu'une lame traversant mon cœur. Michael, mon mari, l'homme loué par des dizaines de clients comme un modèle de confiance, était assis sur un canapé en cuir marron, les bras enroulés autour d'une fille blonde si jeune qu'elle aurait pu l'appeler papa. Sa main glissait le long de son dos, ses yeux absents, mais ses lèvres chuchotaient quelque chose qui la faisait rire. Une boule à facettes projetait des tourbillons rouges et verts sur son visage. Noah, Jacques et Kevin, les amis que je pensais sûrs, étaient également enlacés avec des femmes inconnues. La table en bois au centre était couverte de bouteilles d'alcool, de verres épars, de sacs de chips déchirés et de plusieurs cigarettes à moitié consumées. Pas de canne à pêche, pas de bruit d'eau courante, aucun signe d'une partie de pêche, seulement la fête, la chair et les mensonges. J'ai agrippé le cadre de la fenêtre jusqu'à ce que mes ongles s'enfoncent dans le bois, laissant des marques blanches sur le bout de mes doigts. Mon cœur battait la chamade, tiraillé entre l'envie de défoncer la porte et celle de m'enfuir. Une partie de moi hurlait, prends des preuves. Une autre haletait, ne regarde plus. Ne regarde plus. Je tremblais, ma respiration lourde, comme si je traînais une poitrine entière de douleur. Mon estomac me faisait mal vivement, et mon corps semblait avoir senti cet effondrement bien avant mon esprit. J'ai reculé, je me suis adossé à un pain froid, j'ai inspiré profondément. De la cabane provenait le tintement des verres, le gloussement de la fille blonde alors que Michael se penchait pour lui murmurer quelque chose. Le rythme grave de la musique électronique faisait trembler le cadre de la fenêtre. Je me suis mordu la lèvre, goûtant le sang, mais j'ai gardé le téléphone en main. J'ai ouvert l'appareil photo, suis passé en mode vidéo et j'ai pressé l'objectif contre la vitre. L'image tremblait au rythme de mon cœur, mais j'ai tenu bon. La caméra a commencé à balayer. Michael et la fille blonde, sa main sur sa cuisse. Noah versant de l'alcool à une brune. Jacques enlaçant une petite fille asiatique. Kevin riant bruyamment, tapant sur la jambe d'une autre femme. J'ai zoomé sur chaque visage, chaque détail. La marque de l'alcool, leur téléphone laissé négligemment sur la table, la montre que Michael portait, le cadeau d'anniversaire que je lui avais offert pour notre 3e année. Les lumières de la boule à facettes clignotaient, projetant des éclats de couleurs sur leur visage. J'ai tout enregistré, comme pour graver chaque ligne de la trahison dans ma mémoire. Quand la vidéo a atteint près de 2 minutes, j'ai arrêté, les mains tremblant si fort que j'ai à peine pu appuyer sur le bouton. Une sueur froide a coulé le long de ma colonne vertébrale. Même s'il ne faisait que 7 degrés Celsius dehors. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai pressé le téléphone contre ma poitrine, sentant mon cœur s'emballer. J'ai fait un autre pas en arrière, comme si rester là plus longtemps me ferait voler en éclats sur le sol en bois humide. Personne à l'intérieur ne m'a remarqué. Ils étaient trop occupés à rire, à boire, à échanger des attouchements secrets. Le monde au-delà de cette vitre appartenait à une autre dimension, une où je n'avais jamais existé. Je me suis détourné, je suis retourné à la voiture, chaque pas aussi lourd qu'une pierre. La tarte aux pommes,
la soupe au poulet et les ailes de poulet étaient toujours sur la banquette arrière. Le cadeau d'anniversaire juste à côté. J'ai démarré le moteur, gardé les phares éteints, regardé droit devant. À la radio, on passait « Some On Like You ». La voix d'Adèle tranchant une blessure fraîche comme un couteau. Je me suis mordu la lèvre, ne criant pas, mais les larmes coulaient silencieusement dans mon col comme la pluie froide du début de l'automne. Je ne me souviens pas combien de temps j'ai conduit pour rentrer à Détroit. Je ne me souviens pas si je me suis arrêté au feu rouge ou si j'ai utilisé mes clignotants. Je ne me souviens que d'une chose. Je n'ai pas allumé la lumière intérieure de toute la route pour ne pas avoir à voir le gâteau d'anniversaire intact, les bougies encore non allumées, ou le sac cadeau Chanel Louis Vuitton posé là, immobile, comme une blague cruelle. Quand je suis rentré à la maison, je n'ai pas allumé les lumières. Je suis resté dans l'obscurité familière de la cuisine où, ce matin encore, flottait l'odeur de cannelle et de café. J'ai enlevé mon manteau, jeté mon sac sur une chaise et allumé la petite lampe sur le comptoir de la cuisine. Une douce lumière jaune a éclairé le batteur sur socle rouge, toujours là, silencieux comme un témoin impuissant. J'ai sorti mon téléphone, je me suis assise par terre, le dos contre le mur, et j'ai ouvert la vidéo que je venais d'enregistrer. Mes mains tremblaient si fort que j'ai dû utiliser les deux pour stabiliser le téléphone. Quand Michael est apparu à l'écran, j'ai mis en pause. Au moment où il se penchait vers l'oreille de cette fille. Ses yeux n'étaient pas différents de ceux qu'il avait en me regardant quand nous nous sommes mariés. Pas les yeux d'un homme contraint, mais ceux d'un homme qui prend du plaisir. J'ai appuyé sur lecture une fois, puis deux, puis trois. Chaque visionnage me serrait le cœur comme du fil de fer barbelé. Mais je continuais à regarder, comme quelqu'un qui cherche désespérément à confirmer qu'il n'imagine pas les choses. J'ai fait des captures d'écran de chaque visage, zoomé sur chaque détail. J'ai vu le visage de Noah, la montre de Jacques, le bras tatoué d'un dragon de Kevin. Mais les filles étaient des inconnues. Cheveux longs, jupe courte, rouge à lèvres rouges, sourire facile. Mais je savais que je les trouverais. J'ai ouvert mon ordinateur portable, me suis connecté à Internet, j'ai activé le mode de navigation privé. J'ai commencé à chercher chaque minuscule indice dans la vidéo. Marque de robe, modèle de téléphone, tatouage, bracelet. J'ai parcouru des centaines de comptes Instagram à partir des localisations près de Clinton River Speedway. Le premier nom qui est apparu était Christina, la fille blonde de la vidéo. Près de 40 000 abonnés, postant toujours des photos de fêtes et des conseils de vie. J'ai cliqué sur une photo, le cœur serré. Elle avait été prise ce soir-là avec la légende, la banlieue de Détroit sait vraiment faire la fête. J'ai continué. 1 heure plus tard, j'ai trouvé Lara, la brune qui buvait avec Noah. Puis Alina, la fille avec un tatouage sauvage sur la nuque, et enfin Dasha, qui avait autrefois travaillé avec Kevin à la compagnie d'assurance, mais avait été renvoyée pour des scandales internes. À chaque découverte, je sauvegardais les informations, les captures d'écran, les liens de compte, les lieux de publication. J'ai créé un dossier sur mon bureau. Vérité indéniable. À l'intérieur se trouvaient des images, des vidéos, des noms, des horodatages, tout ce qui pouvait rendre ces mensonges inéluctables. Dehors, il a commencé à bruiner. La pluie tapait à la fenêtre comme le coup de ma propre conscience. Dans un bref instant, je me suis demandé, qu'est-ce que je fais? Qui suis-je en train de traquer? Et après? Mais instantanément, une voix intérieure a rugi. Ils n'ont pas hésité quand leurs mains ont touché le dos de ton mari. J'ai fermé l'ordinateur portable, je suis resté assise longtemps. Pas par épuisement, mais parce que j'avais l'impression d'être passé dans un autre monde. Un monde où je n'étais plus la femme de Michael. J'étais un témoin, une collectrice de données, quelqu'un qui avait vu de ses propres yeux et ne pouvait plus détourner le regard. Je suis resté éveillé toute la nuit, non par chagrin. Ce sentiment s'était retiré comme un lâche se cachant derrière le rideau, attendant son moment pour surgir. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié, je n'ai rien cassé. Je suis simplement resté assise là, les mains enroulées autour d'une tasse de thé froid, les yeux fixés sur l'écran de l'ordinateur, mon esprit calculant. Je savais que je n'étais pas la seule à être trahie cette nuit-là. Émilie, la femme de Noah, est enseignante en primaire. Je me suis assise à côté d'elle au barbecue du printemps dernier, nous avions ri parce que Michael avait oublié de faire cuire le poulet à cœur. Heather, la femme de Jacques, est infirmière dans une clinique externe à 3 rues de chez moi. Et Claire, la femme de Kevin, est peut-être la personne la plus douce que j'ai jamais rencontrée,
apportant toujours le dessert à nos réunions de groupe. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à les attirer dans le cercle de la vérité. Peut-être parce que je ne voulais pas être seul ou parce que je croyais qu'elles avaient le droit de savoir. Mais je savais une chose avec certitude. Si je restais silencieuse, cela se reproduirait, pour moi, pour elles, pour les femmes après nous. J'ai ouvert Facebook, j'ai créé un nouveau compte avec mon email secondaire, nom d'utilisateur, observateur du Marlin, d'après le poisson que Michael appelait autrefois difficile à attraper, imprévisible, plein de puissance. Un nom moqueur, mais suffisant pour me donner l'impression de contrôler encore quelque chose. J'ai créé un groupe de discussion que j'ai nommé « Nos pêcheurs ». L'icône du groupe était un filet de pêche déchiré. J'ai ajouté 7 personnes. Emily Ross, Heather Lane, Claire Montgomery, et les 4 filles de la vidéo, Christina, Lara, Alina, Dasha. Chaque fois que je cliquais sur « Ajouter », mon cœur battait un peu plus vite. Je n'ai rien écrit. Pas d'introduction, pas d'excuses, pas d'avertissement. J'ai juste envoyé un message, la vidéo. 3 minutes plus tard, les points de saisie sont apparus. La première à répondre fut Emily. Emily Ross, c'est quoi ce bordel? Puis Heather. Heather Lane, Jacques a dit qu'ils allaient à la pêche. Claire a directement interpellé Kevin dans le groupe. Claire Montgomery, tu m'as menti? Qui est cette personne assise sur tes genoux? 1 minute a passé, puis 2, puis 3. Les filles ont commencé à réagir. Christina Williams, je ne sais pas ce qu'est ce groupe, mais enregistrer les gens en secret est illégal. Lara Stevens, nous avons été invités. Les hommes adultes ont le droit de s'amuser. Personne n'a forcé personne. Alina Gray, qui a filmé ça? Espionner comme un psychopathe. Dasha Blake, quelle que soit la femme que vous êtes, allez demander à votre mari. Ne nous mêlez pas à ça. Personne ne savait qui j'étais. Et je n'ai pas parlé. Mais les épouses ne pouvaient plus se retenir. Les messages ont afflué comme une tempête éclatant après un long tonnerre. Emily, Noah, tu penses vraiment que je ne l'aurais pas découvert? Heather, j'appelle un avocat. Rentre à la maison maintenant ou ne rentre pas du tout. Claire, Kevin, je t'ai pardonné une fois. Il n'y aura pas de seconde fois. Le chat s'est transformé en un lieu de défoulement, d'accusation, de panique, et aussi de douleur. Un groupe qui ne contenait autrefois que quelques lignes de texte est devenu un champ de bataille où la vérité a arraché chaque couche de masque. Je suis resté là, lisant chaque message sans participer. Personne ne savait que l'observateur du Marlin était Aurora. Personne ne savait que celle qui avait levé le rideau, c'était moi. La femme qui se tenait autrefois seule dans la cuisine, préparant la pâte d'un gâteau d'anniversaire avec le batteur rouge. Et je n'avais pas besoin qu'il le sache, car mon but n'était pas d'être réconforté. Mon but était de m'assurer que personne ne fermerait plus les yeux sur les « week-ends de pêche ». Le lendemain matin, Détroit était sous la bruine. Une lumière gris cendré s'est glissée dans la cuisine par la vitre, projetant des ombres fatiguées sur le carrelage. J'étais assise à la table de la salle à manger dans mon vieux pull crème, les mains autour d'une tasse de café froid. Mon téléphone était posé devant moi, l'écran toujours ouvert sur le groupe « Nos pêcheurs » avec près de 80 messages non lus. Vers 8 heures, j'ai entendu une voiture s'arrêter dehors. Des pas familiers, des clés dans la serrure. Michael est entré, le visage buriné par le soleil et le vent. Le genre de soleil et de vent que les hommes ramènent après une nuit de fête. Son manteau trempé, ses chaussures boueuses. Il a retiré son écharpe et a appelé vers la cuisine, la voix légère comme si rien ne s'était passé hier. Chérie, on est resté coincé sous la pluie, alors on a dormi à la cabane. Je meurs de faim. Y a-t-il quelque chose à manger? Je n'ai rien dit. J'ai juste pris mon téléphone, ouvert à nouveau la vidéo, appuyé sur lecture, et l'ai posé proprement sur la table, l'écran face à lui. Michael a regardé l'écran. Il lui a fallu environ 3 secondes pour reconnaître qui il tenait, dans quelle position, et où. Ses yeux se sont écarquillés. Sa respiration a ralenti. Sa main s'est figée en l'air. Je n'ai toujours rien dit. Je me suis levé, je suis allé au réfrigérateur, je l'ai ouvert pour prendre du lait. Seule la musique de fond de la vidéo, une basse disco, tournait en boucle sur la partie où il se penchait pour chuchoter à la fille blonde. Qui t'a donné ça? Michael a essayé de parler, la voix rauque. J'ai posé le lait,
j'ai levé la tête pour croiser son regard pour la première fois. Personne. C'est moi qui l'ai filmé. Son visage est devenu blême. Immédiatement, il a changé de tactique, comme un agent d'assurance chevronné dans la gestion des incidents. Aurora, tu dois comprendre, c'était juste une blague. On avait trop bu et elles sont arrivées à l'improviste. Je n'avais rien prévu. J'ai ri. Pas un rire joyeux, mais un rire fatigué, glacial. J'ai repris mon téléphone de la table, j'ai ouvert le groupe « Nos pêcheurs », j'ai tourné l'écran vers lui. Une cascade de messages de la nuit dernière. Emily, Noah a trop peur pour rentrer à la maison. Heather, je viens de fracasser la télé. Je m'en fiche. Claire, j'ai déchiré les papiers de réconciliation. Je ne suis plus stupide. Puis en dessous, Christina, je porterai plainte si la vidéo se propage. Lara, des femmes qui perdent le contrôle. Pathétique. Michael a lu pendant un moment, puis s'est affalé sur une chaise. Ses yeux clignaient rapidement, sa main sur son front. C'est toi qui as créé ce groupe. Tu les as ajoutés. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai ouvert un onglet de mail. Resté ouvert de la nuit dernière. Objet, avis de licenciement. Violation du code de conduite des employés. Expéditeur, RH, Midwest Insurance. Kevin a été licencié ce matin, dis-je lentement. Noah et Jacques ont été suspendus. Et toi? Michael a fermé les yeux, expirant comme pour forcer l'erreur de sa poitrine. Je n'ai rien fait. Ils m'ont entraîné là-dedans. Je suis juste resté assis là. J'ai légèrement hoché la tête, comme si je pesais un rapport d'incident défectueux. Et tu as mis ta main sur sa cuisse à cause d'une crampe? Il n'a pas répondu. Il est resté assis là, fixant ses propres mains. Les mêmes mains qui avaient caressé les cheveux d'une autre femme la veille au soir. J'ai tiré une chaise, je me suis assise en face de lui, ma voix douce, mais chaque mot lourd. Tu penses que ça ne laissera aucune trace, Michael? Un groupe d'hommes mariés qui vont à la pêche, puis font la fête avec des filles qui ont été renvoyées, qui ont été impliquées dans des fautes professionnelles. As-tu imaginé les conséquences? Il a bafouillé, comme s'il n'était pas habitué à mon calme. Aurora, je suis désolé. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. J'ai regardé l'horloge. 8h27, je me suis levé, j'ai attrapé mon portefeuille et mon manteau. Pas besoin d'excuses. Je n'ai pas besoin d'excuses maintenant. J'ai besoin de la vérité. Et je l'ai déjà. Je suis sorti de la maison sans claquer la porte, sans pleurer, sans prendre une profonde inspiration. Le ciel de Détroit était toujours gris, mais je sentais que je n'étais plus dans le brouillard. Je me tenais sur un sol solide, froid, humide, mais réel. 2 jours après ce matin-là, lorsque Michael a baissé la tête dans la cuisine, j'ai reçu un SMS de la clinique gynécologique habituelle. Vos résultats de test sont prêts. Veuillez venir les chercher. J'avais reporté ce contrôle de routine pendant des semaines à cause du travail à Paris. Au fond de moi, je savais que j'avais peut-être un retard de règles, mais je n'arrêtais pas de me dire que c'était le stress. Ce matin-là, je me suis rendu à la petite clinique sur Gracie Avenue. Le médecin, une femme d'âge moyen nommée Donna, m'a regardé avec le genre d'yeux doux que j'ai vu des centaines de fois dans mon propre travail. Les yeux de quelqu'un sur le point de dire quelque chose d'irréversible. Les résultats montrent que vous êtes enceinte de 12 semaines, Aurora, a dit Donna doucement. La pièce sentait légèrement l'antiseptique et l'huile d'agrumes d'un diffuseur. J'ai fixé l'imprimé, les chiffres de HCG, les graphiques, mais il me semblait être une langue étrangère. Une partie de moi voulait sourire, demander à Donna, le bébé est-il en bonne santé? Une autre partie est tombée comme une pierre, comme si on venait de me remettre une condamnation avec sursis. Une condamnation me forçant à prendre la plus grande décision de ma vie. Sur le chemin du retour, je n'ai pas mis de musique. Ce midi-là, à Détroit, il y avait de légères chutes de neige malgré le calendrier indiquant le printemps. Chaque flocon de neige frappant le pare-brise était un point d'interrogation. Qu'est-ce que je vais faire avec cet enfant? J'avais préparé les papiers du divorce. J'avais filmé la vidéo. J'avais rassemblé des preuves. Mais maintenant, mon corps portait une vie qui n'avait aucune culpabilité. Mes mains tremblaient sur le volant. Un tremblement différent de celui de cette nuit à Clinton River Speedway. Cette fois, pas à cause du choc, mais face à un choix entre une nouvelle vie et une ancienne fin.
Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'étais allongé sur le côté. La veilleuse projetait des traînées jaunes pâles sur le mur. J'ai ouvert mon téléphone, j'ai de nouveau regardé le dossier, vérité indéniable. Michael tenant la fille blonde. Des captures d'écran de chaque visage. J'ai balayé vers la droite, la gauche, et je me suis finalement arrêté sur la photo d'échographie floue que Donna m'avait donnée. Minuscule, léger comme un grain de poussière, mais c'était mon enfant. À 23 heures précises, le téléphone a vibré. L'écran affichait « Maman » avec un numéro de l'Arizona. J'ai répondu. À l'autre bout du fil, la voix de ma mère était teintée d'un soupir. « Ma fille, ça va ?» Je me suis mordu la lèvre, je n'ai rien dit. J'entendais du vent de son côté. Peut-être qu'elle était assise sur son porche à Tucson, là où elle cultive des rangées de cactus. Sa voix était lente, comme si elle se parlait à elle-même. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je sens que tu souffres. Ne reste pas silencieuse avec moi, Aurora. Tu peux tout recommencer à tout moment. Je serai là. Mes larmes sont tombées, chaudes comme du sel, sur l'oreiller. Je voulais lui dire, je suis enceinte. J'ai peur, mais les mots sont restés coincés dans ma gorge. J'ai seulement expiré, mon souffle tremblant comme un enfant pris en faute. Au bout du fil, ma mère n'a pas insisté. Elle est restée silencieuse quelques secondes, puis a dit une phrase, légère comme si elle posait un galet dans ma main. Ne pense pas que tu doives tout choisir aujourd'hui. Choisis simplement de t'aimer toi-même d'abord. L'appel s'est terminé. L'écran est devenu noir. Je suis resté allongé là, la main sur mon ventre. Dans la chambre vide, pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti un autre battement de cœur, un petit à l'intérieur de moi, pendant que j'apprenais à écouter le mien. 3 jours après l'appel tardif de ma mère, je me suis assise en face de Michael dans le salon. Pas de musique, pas de bruit de vaisselle, pas d'odeur de café comme d'habitude. Seule une feuille de papier A4 blanche reposait sur la table en bois entre nous. Dessus, de mon écriture stable, se trouvaient 3 points. Michael l'a fixé comme si c'était un formulaire d'assurance qu'un client refusait de signer. Confus, prudent, craignant de poser la question directement. Je ne suis pas passé par 4 chemins. Je n'ai pas demandé le divorce, dis-je. Mais si tu veux sauver une partie de ce qui reste de ce mariage, voici les conditions. Il a dégluti, les lèvres pincées, les yeux parcourant mon écriture. 1. Tu dois commencer une thérapie, une séance par semaine pendant 6 mois. 2. Couper tout contact avec le groupe, Noah, Jacques et Kevin. Pas de réunion, pas d'appel, pas de SMS. 3. Être plus souvent à la maison. Au moins 4 dîners par semaine ensemble. Pas de fête, pas d'excuses de surmenage. J'ai levé les yeux vers lui. Pas de larmes, pas de voix tremblante, pas de nostalgie. J'en avais fini avec les excuses et les souvenirs. Je voulais seulement savoir si l'homme en face de moi était encore digne d'être le père de l'enfant en moi. Michael est resté silencieux un long moment, puis a soupiré en hochant la tête. Je le ferai. Je ferai tout. Je ne veux pas te perdre. Je l'ai regardé de plus près, non pas pour mesurer sa sincérité, mais pour me demander si j'avais autrefois tellement aimé ses yeux que j'avais pardonné tous les silences derrière eux. Je ne te donne pas une chance parce que je t'aime encore, dis-je lentement. Mais parce que je vais devenir mère, et j'ai besoin d'être sûr que cet enfant ne grandira pas dans une maison pleine de blessures non cicatrisées. Michael a semblé abasourdi, comme s'il venait d'être aspergé d'eau froide. Il a bafouillé. Tu es enceinte ? Je n'ai pas répondu. Je me suis levé, j'ai sorti de la poche de mon manteau une échographie en noir et blanc et je l'ai posée sur la table. Une photo floue, juste une petite forme ronde, mais le premier être, je le croyais, qui ne me trahirait pas. Michael l'a regardé, ses mains tremblant légèrement. Il a posé ses 2 paumes sur ses genoux, la tête baissée. Je sais que j'ai mal agi. Je ferai les choses bien cette fois, pour toi. Pour le bébé. Je n'ai pas répondu immédiatement. Je me suis dirigé vers la porte, le dos tourné. Je te surveillerai, Michael. Non plus avec les yeux d'une femme, mais avec ceux d'une mère. J'ai fermé doucement la porte derrière moi, le laissant dans la pièce qui était autrefois notre maison. Maintenant, ce n'était qu'un test, et c'est lui qui passait l'examen final. 5 mois se sont écoulés tranquillement. Michael allait en thérapie chaque semaine,
ou du moins c'est ce qu'il disait. Il débarrassait la table après les repas, rentrait à l'heure, certains jours, il apportait même des hortensias. Les fleurs que je n'aimais pas beaucoup, mais que je ne pouvais me résoudre à refuser. Il ne mentionnait plus le groupe. Plus de musique disco dans la voiture. Je sentais la paix, ou plutôt un silence qui n'était pas vraiment la paix. Je passais la plupart de mon temps à la maison à lire des livres sur la parentalité, à pratiquer la respiration pour les futures mères, à suivre régulièrement les échographies. Les matins sans nausée, je préparais du pain aux bananes, mettais du jazz doux, imaginais si la chambre du bébé serait vermente ou jaune beurre. Ces petites choses m'aidaient à oublier les anciennes fissures, ou du moins à les recouvrir d'un nouveau tissu. Jusqu'à un après-midi de week-end, alors que je pliais des vêtements de bébé fraîchement lavés, mon téléphone a vibré. Un message de Jenna, mon amie d'université qui vit maintenant à Miami. Le message ne contenait pas de mots, juste une photo. Je l'ai ouverte et instantanément, l'air a été aspiré de la pièce. La photo, prise de loin dans la lumière tamisée d'un bar. Michael, chemise blanche, main gauche tenant un cocktail, penché en arrière, riant avec Kevin. Mais ce qui m'a serré le cœur, ce n'était pas son rire, mais la fille assise sur ses genoux. Une brune aux cheveux ondulés dans une robe rouge courte et fragile. Son bras était nonchalamment drapé derrière le cou de Michael, et la main de Michael glissait directement sous le tissu rouge, comme s'il ne prenait même plus la peine de se cacher. Sur le bord gauche du cadre, Kevin et Noah étaient assis près de deux autres femmes, l'une en robe à paillettes dorées, l'autre avec des cheveux verts en désordre. Toutes deux penchées contre leur poitrine, riant comme si le monde n'avait ni épouse ni conséquence. Les néons du bar se reflétaient sur les verres, la peau et des traînées pâles sur le col de Michael. Rouge à lèvres ou lumière, je ne savais pas. Mais une chose que je savais clairement, ce n'était pas la première fois, et certainement pas un accident. Le deuxième message de Jenna. Je suis à Miami, mais quelqu'un que je connais à Pontiac m'a envoyé ça. Je pensais que tu devais savoir. Pontiac, une ville à 30 minutes de Détroit. Aucune raison pour que Michael soit là, à moins que le groupe, sans contact, n'existe toujours. Et les mercredis, les séances de thérapie. L'excuse la plus facile du monde. Je me suis assise, les mains sur mon ventre. Le bébé a donné un léger coup, le deuxième de la journée. J'ai commencé à pleurer, pas violemment, juste des larmes silencieuses coulant comme si on m'avait éclaboussé d'eau froide en hiver. J'aurais dû tout arrêter cette nuit-là à Clinton River Speedway. Je le savais. J'avais assez de preuves, assez de blessures, assez de douleurs pour partir. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai cru. À cause d'une échographie, à cause d'une promesse, à cause d'un espoir aussi fin qu'une coquille d'œuf, que j'ai essayé de garder intacte seulement parce qu'à l'intérieur, une vie grandissait. J'ai ouvert le tiroir sous mon bureau. À l'intérieur se trouvaient les papiers de divorce vierges. Je les avais gardés là pendant 2 mois. Un rappel, n'oublie pas que tu as été assez forte pour te relever. J'ai pris l'échographie, je l'ai placée à côté de la photo du bar. 2 réalités opposées, l'une un commencement, l'autre une fin. Puis j'ai sorti un stylo noir, inspirant profondément. Je n'ai pas attendu que Michael s'explique. Je n'ai pas demandé pourquoi il était là. Je n'ai pas posé la question de savoir s'il voulait encore essayer. C'était trop tard. Pas trop tard à cause d'une photo, mais parce que j'étais restée silencieuse assez longtemps pour savoir que je ne croyais plus à aucune excuse. Ce soir-là, alors que Michael était encore au bureau ou au bar, j'ai sorti les papiers de divorce du tiroir et j'ai écrit chaque ligne à la main. Pas tapé, pas pré-imprimé. Je voulais que chaque trait soit une coupe nette. Motif, comportement malhonnête et prolongé, répété malgré les avertissements et l'opportunité de changer. Je demande la garde exclusive de l'enfant. Toutes les preuves pertinentes seront jointes. J'ai rouvert mon téléphone, sauvegardé les captures d'écran du chat, la photo du bar, les notes des séances de thérapie, tout envoyé à mon email personnel, imprimé, arrangé soigneusement dans un dossier comme un comptable clôturant tranquillement les comptes de l'année. Près de minuit, j'ai entendu la porte cliquer doucement. Michael est rentré. J'ai éteint la lumière de la chambre, je me suis allongé sur le côté, feignant un sommeil profond. Il est entré sur la pointe des pieds, l'odeur d'alcool et de fumée de cigarette encore sur ses vêtements. Pas de mots, pas de contact comme avant. Il s'est glissé dans le lit, s'allongeant à distance. Peut-être pensait-il que je ne savais rien. Peut-être pensait-il que demain serait un autre jour normal.
Mais le lendemain matin, Détroit était venteux. J'ai appelé l'avocate de Jenna, une femme nommée Louise Kramer. Voix ferme, pas de bavardage. J'ai pris rendez-vous avec elle mardi, apportant tous les documents. Louise a dit, nous avons assez pour exiger une division équitable des biens et révoquer le droit de visite non supervisé. J'ai seulement hoché la tête. Pas de triomphe, pas de soulagement, juste du calme. À midi, j'ai commencé à emballer le passé. J'ai sorti les choses que j'avais autrefois chéries. Le cadre de mariage en argent, celui que j'avais dépoussiéré dans l'acte 1, n'était plus qu'une ligne de mots effacés sans signification. Je l'ai enveloppé dans un vieux torchon, je l'ai mis dans une boîte. Le batteur KitchenAid rouge, l'emblème des dimanches sucrés, je l'ai démonté, nettoyé, et posé au fond. Non pas parce que je le détestais, mais parce que je ne voulais plus vivre dans la nostalgie d'un mensonge. Je me suis tenu devant le placard, j'ai touché la robe en laine ivoire, un cadeau de mon ex-belle-mère en apprenant ma grossesse. J'avais prévu de la garder pour la bénédiction qu'elle portait autrefois, mais maintenant la bénédiction n'appartenait plus à quelqu'un de digne. Je l'ai pliée fermement, je l'ai mise dans le sac de don près du porche. Cet après-midi-là, j'ai vidé le réfrigérateur, lavé chaque bocal, jeté son yaourt préféré, décollé la note, aujourd'hui 18h thérapie, de la porte. Personne n'était en thérapie ici. Plus rien à couvrir. Avant le crépuscule, j'ai écrit une petite note, je l'ai laissée sur la table de la salle à manger. Les papiers du divorce seront traités par l'avocate Louise Kramer. Tout contact à partir d'aujourd'hui se fera par représentation légale. Aurora. Je ne savais pas si Michael la lirait tout de suite en rentrant. Je m'en fichais. Cette nuit-là, je me suis couché tôt. Pas de sédatif, pas d'oreiller de corps. J'ai simplement posé ma main sur mon ventre, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai parlé à voix haute. Ne serait-ce qu'un murmure dans le noir. On va s'en sortir. Je te le promets. Mardi matin, je suis sorti de la voiture lentement, en me tenant à la portière pour garder l'équilibre. Mes pieds avaient commencé à enfler, chaque pas alourdi comme par des kilos supplémentaires sur mes genoux. Je me suis tenu devant le bureau de l'avocate Louise Kramer, un immeuble de 3 étages en briques rouges à Midtown. J'ai pris une profonde inspiration à travers mon masque et j'ai murmuré pour moi-même, ou pour le bébé qui bougeait à l'intérieur, on a presque fini, mon cœur. Juste un peu plus. À l'intérieur, l'odeur de café et de papier d'imprimante a frappé mes sens de grossesse exacerbée. Louise, la quarantaine, cheveux noirs attachés en arrière, lunettes à monture fine, n'a pas offert de réconfort. Elle a parlé de droit, de limites, de stratégie pour que je puisse me retirer en toute sécurité, ne laissant aucune faille à Michael pour contre-attaquer. J'ai hoché la tête à plusieurs reprises, prenant des notes, mais posant une main sur mon ventre alors que le bébé se retournait. Un rappel que je n'étais pas seul. Premièrement, séparez vos comptes bancaires, retirez votre nom des actifs communs, sauf la maison, et cessez d'utiliser la carte de crédit supplémentaire. Je vais déposer une requête temporaire pour geler les actifs afin qu'ils ne puissent rien vendre avant la division, a-t-elle dit. J'ai ouvert mon ordinateur portable, je lui ai montré les relevés de crédit. Mon mari dépensait toujours dans des bars, des VTC vers des appartements inconnus. Louise a hoché la tête, tapant rapidement. C'est une preuve solide, à la fois de dépenses excessives et de tromperie. Vous pouvez l'utiliser pour demander la garde si vous le souhaitez, et je vous recommande de le faire. En quittant le bureau, j'ai agrippé la rampe d'escalier, l'autre main soutenant mon ventre. Pendant un instant, je me suis arrêté sur la 3e marche, le cœur battant la chamade, le souffle court, mais j'ai souri alors que le bébé donnait un coup de pied net. J'ai murmuré, on va bien, n'est-ce pas? On est presque à la maison. Je suis allé à la banque, j'ai changé mon compte, j'ai annulé la carte supplémentaire. La guichetière, une femme aux cheveux bouclés serrés, a demandé doucement, tout va bien, mademoiselle Aurora? J'ai seulement souri faiblement, ma main instinctivement sur mon ventre. Ça va maintenant. Cet après-midi-là, je suis rentré à la maison. Michael ne savait toujours rien. Il était au travail, ou faisait semblant. J'ai emballé quelques affaires personnelles, des choses d'avant le mariage, l'album photo de ma mère, une vieille boîte à musique, quelques journaux. J'ai aussi retiré chaque photo de mariage du mur. Sans les briser ni les déchirer, je les ai simplement placés dans une boîte, comme quelqu'un qui se prépare à quitter un abri, laissant l'émotion derrière. En me penchant pour ramasser un sac de jouets pour bébé, j'ai dû m'appuyer contre la table,
respirant difficilement. J'ai caressé un minuscule pull de bébé couleur crème et j'ai murmuré, « Tu ne grandiras pas dans cette maison. Je te le promets. » Sur mon bureau, j'ai laissé une note, non pas pour Michael, mais pour me le rappeler à moi-même. J'ai écrit, « Si la prochaine fois tu penses à revenir, demande-toi, est-ce que cette personne te respecte quand personne ne regarde ?» J'ai allumé le cuiseur Harry, j'ai préparé un dernier repas. Pas pour lui. Pour moi, la femme enceinte de 8 mois qui venait de signer des papiers de divorce, commençant un nouveau chapitre sans avoir besoin de l'approbation de personne. Je me suis réveillé plus tôt que d'habitude le samedi matin. Michael dormait encore, le dos tourné, la respiration régulière, mais plus intime. Je ne l'ai pas réveillé, pas pour lui dire au revoir. Je suis resté debout tranquillement quelques minutes, la main sur mon ventre, l'endroit où la vie grandissait, même si le monde extérieur se fissurait. On va s'en sortir. À partir d'aujourd'hui. J'ai placé la dernière chemise de bébé jaune pâle dans un sac en tissu. J'ai tiré la fermeture éclair, le son sec résonnant dans la pièce qui fut autrefois notre nid. Chaque pas dans les escaliers était un écho de jours autrefois inondés d'espoir. Les rires dans la cuisine, les odeurs de barbecue d'été, le sapin de Noël qu'Aurora décorait seul. Maintenant, ce n'était plus qu'un arrière-plan flou d'un chapitre expiré. À la porte, j'ai regardé autour de moi une dernière fois. Les rideaux beiges que j'avais autrefois choisis. Le cadre de mariage maintenant disparu. La cuisine où j'avais veillé tard pour préparer une soupe au poulet pour Michael quand il était malade. Froide maintenant, comme si personne n'y avait jamais mis tout son cœur. Je n'ai pas pleuré, pas une larme. En ouvrant la porte, le vent matinal d'avril de Détroit a soulevé l'ourlet de mon manteau. La main gauche agrippant une petite valise. La main droite portant le sac de bébé. Marchant lentement, les pieds enflés, le dos douloureux, mais droite, stable, comme si chaque pas était un nouveau battement de cœur pour une renaissance. L'Uber attendait. La conductrice, une femme noire avec les cheveux en chignon haut, d'environ 50 ans, est sortie pour aider quand elle m'a vu avoir du mal avec le coffre, ses yeux ne posant pas de questions, me touchant seulement avec quelque chose comme de la compréhension. Sur le chemin de l'aéroport, j'ai reçu un message de l'avocate Louise. Le tribunal a approuvé la division temporaire des actifs. Michael n'a pas répondu. J'ai hoché la tête pour moi-même, puis j'ai ouvert la playlist de mon téléphone. Une pièce pour piano sans parole à jouer, des notes douces entre le mouvement de la voiture et les petits remous de mon ventre. Nous sommes en route maintenant, mon amour. Ce voyage n'a pas d'escorte, mais maman connaît la route. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'ai pas pensé à ce que Michael ferait en se réveillant et en découvrant mon départ. Ce n'était plus mon problème. Mon problème était de construire un nouveau foyer, un foyer sans silence toxique, sans excuses vides, sans groupe de discussion, nos pécheurs. Seulement moi, l'enfant en moi, et la gentillesse encore à écrire. Ce matin-là, assise dans la petite chambre louée à Grand Rapide, j'ai ouvert mon ordinateur portable et me suis connecté à l'application de caméra installée dans l'ancienne maison. La caméra que Michael m'avait un jour demandé d'installer pour la surveillance de sécurité. Maintenant, c'était devenu l'œil qui confirmait une chose, je n'avais aucun regret d'être parti. À l'écran est apparue une scène familière, Michael se réveillant dans la faible lumière du matin filtrant par la fenêtre de la chambre. Il s'est assis groggy, tendant la main vers l'autre côté du lit où j'avais l'habitude de dormir, puis s'est arrêté. La couverture est restée lisse, l'oreiller intact, son visage s'est crispé. Il a appelé, Aura. Pas de réponse, pas de pas dans la cuisine, pas d'odeur de pain grillé, pas de bruit de la machine à café. Il est descendu, a ouvert le réfrigérateur, vide. Il est remonté, a ouvert le placard. Un tiers du tiroir vide. Mon sac fourre-tout beige que j'utilisais pour le travail, parti. La photo de mariage sur l'étagère, manquante. Il s'est précipité au garage, a ouvert le coffre. Pas de valise, pas de manteau, rien. Je l'ai regardé trébucher en appelant mon numéro. Une main tremblante, l'autre se griffant les cheveux. Quand l'appel est tombé sur la messagerie vocale, il a jeté le téléphone sur le canapé et a rugi comme si la maison l'avait trahi. Mais la maison ne faisait que refléter exactement ce qu'il avait semé. J'ai éteint l'écran. Mon ventre était serré sous mon pull. Je l'ai caressé doucement et j'ai dit, « Nous avons bien fait, mon amour. » 2 jours plus tard, Michael s'est présenté au bureau de Louise Carter, débraillé dans un costume froissé, les yeux cernés par des nuits blanches.
il est venu à l'improviste, exigeant de parler en privé avec la représentante légale de sa femme. Louise l'a laissé entrer sans cérémonie. Elle a fait glisser un mince dossier sur la table. Voici la demande de divorce. Elle inclut la division des biens, la garde de l'enfant à naître et le droit de vivre à l'abri de la trahison. Michael a eu le souffle coupé. Ses mains tremblaient en ouvrant le dossier. La première page montrait des captures d'écran du groupe de discussion « Nos pêcheurs », des messages remplis de blagues crues, des photos de femmes inconnues et des plans de fête. Ensuite, il y avait une photo nette du bar de cette nuit-là. Lui en chemise blanche, riant, sa main sous la robe rouge courte de la brune sur ses genoux. À côté de lui, Kevin, Noah, des cocktails, des lumières tamisées et des femmes pressées contre eux. Michael s'est levé d'un bond, frappant la table. C'était juste une blague. Juste une soirée amusante. Va-t-elle vraiment détruire cette famille? Louise n'a pas scié. Quelle famille? Une femme enceinte forcée de regarder son mari en toucher une autre? Une femme dormant dans une maison qui ressemble plus à une pension de famille dans une vie qu'elle ne possède plus? Michael est resté silencieux. Juste à ce moment-là, son téléphone a vibré. Un email des RH. Requis de se présenter pour explication concernant une faute éthique pouvant affecter les contrats d'assurance sous votre supervision. Image jointe du groupe Nos pêcheurs. Michael a fermé les yeux, expirant fortement, mais cette fois, personne ne lui a répondu. Pas Aurora, pas les vieux amis qui avaient quitté le groupe. Et Louise, avec une finalité calme, a dit « Vous avez été aimé un jour, mais vous l'avez échangé, Michael, et maintenant elle a choisi de se sauver. » À ce moment-là, je me tenais devant la porte en bois peinte en blanc d'une petite maison de location à Grand Rapides, une ville très éloignée des vieux souvenirs. Mon ventre rendait la sortie de la voiture plus lente. Mes pieds étaient légèrement enflés, mon dos douloureux, mais j'ai quand même soulevé la boîte sur le porche moi-même. La maison n'avait qu'une chambre, une petite cuisine avec un vieux réfrigérateur et une fenêtre donnant sur une pelouse envahie par les mauvaises herbes. Mais il n'y avait pas d'odeur de cigarette ici, pas de voix masculines ivres, pas de sentiment d'être surveillé. Cette première nuit, assise au milieu de cartons non ouverts, j'ai posé ma main sur mon ventre et j'ai murmuré « Nous sommes en sécurité maintenant, bébé ». Je n'avais besoin de personne pour me dire forte ou faible. Je savais juste que je faisais ce qu'il fallait. Non pas pour me venger, non pas pour gagner quoi que ce soit, mais pour m'assurer que mon enfant grandirait dans un monde plus propre et plus sain que celui que j'avais enduré. Et c'était le véritable début de la vie que j'ai choisi pour moi et pour mon enfant. Les premiers jours à Grand Rapides se sont écoulés lentement, mais avec ordre. J'ai commencé par de petites choses. Changer les rideaux, acheter un pot de lavande, épingler le prochain rendez-vous prénatal sur le réfrigérateur. Le matin, je me réveillais un peu plus tôt pour préparer du thé au gingembre, surélevant mes jambes avec un coussin, car le gonflement était devenu plus visible à mon 8e mois. Mon dos me faisait toujours mal, surtout les nuits froides, mais je n'avais plus à prétendre que tout allait bien pour qui que ce soit. Cette première semaine, j'ai visité la clinique de maternité la plus proche, un petit établissement à côté d'une librairie d'occasion. Le médecin, une femme noire d'une cinquantaine d'années nommée Monica, avait une voix chaleureuse et des mains douces. Quand elle a pressé l'appareil à ultrasons sur mon ventre, un battement de cœur régulier a retenti. J'ai pleuré pour la première fois. J'ai pleuré non pas de douleur, mais de savoir que je pouvais encore ressentir de la joie. J'ai commencé à travailler à distance pour une entreprise de gestion de données à Chicago, un ancien collaborateur, avant de quitter l'entreprise de Michael. Ils n'ont pas posé de questions, ils ont seulement envoyé un email, « Aurora, si vous avez besoin d'horaires flexibles, faites-le nous savoir. » Je maîtrisais mon temps, assise à la vieille table de cuisine, baignée de soleil, tapant alors que mon ventre remuait de temps en temps. Chaque après-midi, je me promenais dans le parc voisin, où un groupe de mères célibataires organisait une heure du conte pour enfants. Je ne connaissais personne, mais un jour, une femme nommée Sarah, blonde, lunettes, le ventre aussi rond que le mien, s'est approchée et m'a tendu un dépliant pour le groupe « Moms Rising Up ». Si vous avez besoin de quelqu'un pour vous accompagner pendant l'accouchement, nous avons une liste de volontaires. J'ai failli rire de l'étrangeté, mais j'ai été profondément ému par une telle gentillesse simple. Ce soir-là, j'ai appelé ma mère en vidéo. Elle vivait toujours dans l'appartement de l'Ohio où j'ai grandi. Je n'ai pas dit grand-chose, seulement « je vais bien, et je vais devenir mère ». Elle a fait une pause, puis a répondu doucement « je sais, et je suis fier de toi ». J'ai terminé l'appel et je suis resté assise tranquillement pendant un long moment,
regardant par la fenêtre embuée. Plus de clés tournant à 2 heures du matin, plus de retenue de souffle quand Michael rentrait, puant l'alcool et un parfum inconnu. La maison n'avait pas grand-chose, mais elle avait ma voix parlant au bébé chaque nuit. Aujourd'hui, j'ai fini le rapport. J'ai mangé toute ma soupe de légumes. Je me suis même inscrite au yoga prénatal, même si j'étais nerveuse. Mais je l'ai fait. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Mais je sais ceci, je marche lentement, sûrement, et pour la première fois depuis des années, sur un chemin qui est vraiment le mien. J'ai commencé à ressentir des contractions un matin d'avril. Une légère bruine tapait contre le toit comme une berceuse. Je pliais des vêtements de bébé hérités du groupe Mommy's Rising Up. De minuscules bodies encore légèrement parfumés de l'adoucissant d'une autre mère. La première contraction n'était pas forte, juste un resserrement puis un relâchement. Mais je savais que le bébé frappait à la porte du monde. J'ai appelé Sarah. Elle est arrivée en moins de 20 minutes avec un sac à dos, une bouteille d'eau et une bouteille d'oxygène de secours. Elle n'a pas posé beaucoup de questions, m'a juste tenu la main pendant que je rassemblais tranquillement mes documents et mes dossiers prénataux, puis a dit « Allons-y, au centre de naissance », je n'ai pas crié comme dans les films. Je suis restée silencieuse, les yeux fermés à travers chaque vague de douleur, essayant de respirer régulièrement. Je n'avais pas Michael à mes côtés, personne pour filmer ou préparer des cartes de naissance, mais j'avais la main de Sarah sur mon épaule, le murmure de l'infirmière « Vous vous débrouillez très bien ». Et je m'avais moi-même, entière, stable, ne tremblant plus comme avant. Quand le premier cri a retenti, j'ai senti chaque cellule de mon corps se relâcher, en apesanteur. Il a été placé sur ma poitrine, rougeâtre, mouillé, mais chaud et vivant. J'ai caressé son dos et j'ai murmuré comme une prière « Bonjour, mon amour. Je t'ai attendu si longtemps. » À ce moment-là, je n'étais plus la femme trahie, plus l'épouse oubliée, ni celle qui vivait dans une maison pleine de silence. J'étais simplement Aurora, une mère, et mon fils était la preuve que je ne m'étais pas brisé. Le lendemain, je l'ai appelé Ellie James. Ellie signifiant « ma lumière » en hébreu et James d'après mon grand-père. Le seul dans ma famille qui ait jamais dit « tu es né pour vivre une vie différente de toutes les autres ». Quand j'ai emmené Ellie hors de l'hôpital, le ciel du Michigan s'est éclairci après des jours de grisaille. J'ai marché lentement à travers le parking, le tenant près de ma poitrine, les jambes encore douloureuses de l'accouchement, mais ma posture droite. Dans la voiture, j'ai mis de la musique douce. Here Comes the Sun, des Beatles. Une chanson que ma mère me chantait autrefois. Mon bébé dormait paisiblement sur le siège arrière, sa petite main s'agrippant à l'air comme s'il essayait de tenir le monde entier. Je me suis soudain souvenu de la première échographie floue, celle qui m'a fait choisir de ne pas abandonner. Ce n'était pas seulement le voyage pour devenir mère. C'était le voyage de ma propre renaissance. Moi, Aurora, j'étais née de nouveau au moment où j'ai mis mon fils au monde. J'ai commencé à enregistrer le premier épisode de mon podcast un soir tranquille, après qu'Ellie se soit endormie et que le seul son dans la maison soit le doux bourdonnement du chauffage. Le micro était d'occasion, acheté à quelqu'un du groupe de soutien des mères célibataires. J'ai calé mon ordinateur portable sur une pile de livres pour bébé, j'ai ouvert l'application d'enregistrement et j'ai fixé l'écran vide. Pas d'introduction soignée, pas de musique sophistiquée, juste un murmure de moi aux femmes qui vivaient autrefois avec une peur sans nom dans leur propre maison. J'ai appelé le podcast « Plus jamais silencieuse ». Le premier épisode n'a duré que 11 minutes. J'ai partagé le moment où je me suis retrouvé dans cette maison vide, réalisant que l'oreiller à côté de moi était encore lisse et que la cuisine ne sentait plus le café. J'ai raconté l'histoire d'avoir tout emballé par une nuit pluvieuse, de poser ma main sur mon ventre et de dire « Mon cœur, nous partons non pas pour fuir, mais pour vivre ». Je ne pensais pas que quelqu'un écouterait. Mais une semaine plus tard, 3 emails sont arrivés. Un d'une infirmière de 50 ans du Nebraska qui a écrit « Je n'ai jamais dit à personne que mon mari contrôlait même ce que je mangeais. Mais maintenant, j'ai commencé à parler. » Un autre d'une mère de 2 enfants de l'Arkansas « J'ai pleuré quand vous avez parlé des pieds enflés et des cartons non ouverts. J'ai vécu ça. » Chaque épisode, chaque histoire, chaque réponse. Je ne me sentais plus seul dans ce voyage. Nous, les mères célibataires, les femmes autrefois réduites au silence, autrefois méprisées, nous reconstruisions nos vies à travers nos propres récits. Un petit groupe Facebook est né. Nous partagions des recettes économiques, des conseils pour demander des aides à la garde d'enfants et des rêves que nous n'avions pas osé nommer. Je n'ai jamais eu l'intention de devenir un symbole.
J'étais juste Aurora, 34 ans, vivant à Grand Rapide avec un fils nommé Ellie et une voix qui ne tremblait plus. Quand j'ai raconté ce qui s'était passé dans l'épisode 10, j'ai dit, si vous entendez cela et que vous êtes dans une maison où chaque pas est prudent, chaque repas est une négociation et chaque nuit est remplie d'inquiétude, sachez ceci, vous n'êtes pas folle. Vous n'êtes pas faible. Vous vivez simplement dans un environnement dangereux et vous méritez une vie différente. Personne ne m'a appris à faire ça. Personne ne m'a certifié pour guérir qui que ce soit. Mais j'ai appris ceci, quand une femme commence à croire en sa propre valeur, le monde ne peut plus la faire taire. Et c'est ainsi que je termine ce voyage. Non pas avec une victoire glorieuse, mais avec une petite lumière que j'allume chaque nuit, où je raconte mon histoire et j'écoute celle des autres. Parce que ne plus être silencieuse est la guérison la plus puissante que nous puissions nous offrir les unes aux autres. Si cette histoire a touché votre cœur ou vous a rappelé quelque chose de vous-même, s'il vous plaît, partagez-la avec une autre femme. Ce pourrait être votre fille, votre sœur, ou vous-même il y a 20 ans. Et si vous êtes toujours là, merci d'avoir écouté. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner, et de me dire d'où vous écoutez.